Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, François Odigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la Ligue des droits de l'homme de Lyon et vous avez appelé à une action Place de la Comédie, tous les jours, à la même heure, un rassemblement pour dénoncer la situation à Gaza. Quel est le sens de cette action et qui y participe? Alors, le sens de cette action, d'abord, à la fois, je suis à la Ligue des droits de l'homme, mais c'est un collectif de citoyens. C'est-à-dire que nous n'avons pas voulu marquer par une appartenance à telle ou telle association notre démarche. Prise de conscience, il y a 15 jours, 3 semaines, déjà prise de conscience de chacun, mais cette idée qu'il fallait absolument faire quelque chose, que la situation devenait dramatique, était dramatique pour des dizaines de milliers, voire 2 millions de Gazaouis, que les morts s'accumulaient, que la famine arrivait, et que donc il fallait manifester d'une façon ou d'une autre une solidarité avec la population. Et réclamer donc deux choses qui nous unissent dans ce collectif, c'est l'appel à un cessez-le-feu immédiat et l'appel à l'accès de l'aide humanitaire. Vous savez comme moi qu'il y a plus de 200 camions qui attendent au passage de Rafah et qui sont prêts à aider cette population qui actuellement vit dans une situation, enfin moi je ne connais que les photos bien évidemment, mais qui vit dans une situation dramatique avec des destructions massives, constantes, quotidiennes. Et donc ce collectif, il est formé de citoyens qui sont soutenus, je dis bien soutenus, ce n'est pas une question d'appartenance au sens strict du terme, parce que les personnes qui viennent, on ne leur demande pas de quelle association ils sont. Donc il y a la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, ATTAC, le Mouvement pour une alternative non violente et Pax Christi, qui sont donc 5 associations qui soutiennent et qui relayent l'information sur cette initiative. Et nous sommes tous les jours de 18h à 19h, place de la Comédie, avec les banderoles dont je viens de vous donner les titres, Gaza, cessez-le-feu immédiat et Gaza, accès de l'aide humanitaire. Et nous sommes là 1 heure et nous distribuons des tracts et des papiers aux gens qui passent. Alors, le choix des mots a de l'importance et fait souvent débat pour décrire la situation au Gaza. Lesquels vous choisissez pour décrire ce qui se passe? Ah ben, pour l'instant, si vous voulez, ce qui réunit ce collectif, c'est l'urgence. Voilà. Je crois que c'est le mot le plus fort qui nous anime. Vous avez parlé de famine. À partir de quel moment on détermine qu'il y a une famine en cours? Alors, je vous renvoie à l'article du Monde de ce matin. Je n'ai pas tout retenu, mais on est dans une situation de famille, d'après les 45 experts de tas de pays qui sont venus et qui ont étudié toute la situation pour dire que la famine était imminente. C'est 2 décès d'adultes par jour ou 4 décès d'enfants par jour en raison de la faim. C'est 20% de la population qui n'a pas accès à une alimentation suffisante. Et le troisième critère, je reconnais très volontiers que je ne l'ai pas retenu. Parmi les termes qui font débat, c'est la situation à Gaza qui est qualifiée par certains de génocide. Ce n'est pas un terme que vous reprenez? Alors, le problème des mots, vous savez aussi bien que moi qu'on est sur un dossier qui est dramatiquement, comment dirais-je, piégé par les mots, puisque vous venez de poser cette question du mot génocide, piégé par des positions émotionnelles, historiques si fortes qu'il est très difficile d'employer tel ou tel mot. Alors, moi, je ferai une déclaration presque de principe sur le langage. Quand on pense génocide, on va penser une certaine chose, on va penser d'une certaine manière, et on ne pensera pas d'une autre manière. Si on pense crime contre l'humanité, on pensera... Voilà. Les mots ne sont pas les choses, c'est une manière de dire le réel, mais c'est aussi une manière d'amener à penser le réel. Alors, nous n'utilisons pas le terme de génocide, d'abord parce que, encore une fois, nous avons choisi 2 mots d'ordre qui nous semblaient pouvoir rassembler le maximum de personnes. Et encore une fois, c'est l'urgence qui commande sur cette situation-là. Vous choisissez 2 mots d'ordre. Il y en a un que vous n'avez pas ajouté, que vous auriez pu ajouter, c'est la libération des otages. Absolument. Mais dès qu'on rentre sur la libération des otages, on rentre sur un positionnement, je dirais, qui est déjà une indication de choix politique beaucoup plus fort. Alors, parfaitement d'accord, la question de la libération des otages, elle est posée, mais je dirais ça, c'est un problème pour
le monde politique, c'est un problème pour l'action politique, c'est un problème pour les contacts qui peuvent exister entre Israël, le Qatar, Hamas, etc., etc., pour décider comment ils vont utiliser ou faire pour libérer les otages. Mais vous aviez dénoncé les attaques terroristes du 7 octobre. Alors, la Ligue des droits de l'homme a pris position, comme de tas d'associations, sur le drame absolu qu'ont été le crime, oui, le crime contre l'humanité qu'ont été ces attaques du Hamas le 7 octobre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat possible là-dessus. C'est une horreur, c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Vous avez noté qu'il y avait eu beaucoup de débats sur ce sujet, malgré tout. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais tout le problème aussi, c'est est-ce qu'on reste dans l'immédiateté, et donc ça c'est notre choix du collectif par rapport à l'urgence humanitaire, ou est-ce qu'on commence à ouvrir toutes les questions historiques? Alors là, on est dans des débats sans fin, et avec des positions qui sont aussi parfaitement légitimes. Il y a un énorme conflit de mémoire entre les Palestiniens qui, avec la Nakba, ont le sentiment qu'ils ont été spoliés de leurs terres entre 1945 et 1948, voire même un peu avant. Et puis les Juifs, les Juifs d'abord, les Israéliens qui réclament la possibilité d'avoir une terre. Par exemple, sur la question de la colonisation, il y a un certain nombre de chercheurs qui disent que c'est très difficile de parler de colonisation pour l'action d'Israël dans certains endroits, parce que les colons, dans l'histoire coloniale européenne, ils pouvaient rentrer chez eux. Tandis que les Israéliens, ils n'ont pas de chez eux en dehors des terres qu'ils ont prises, ou des terres qu'ils occupent, ou des terres qu'ils mettent en valeur. Ça dépend comment on prend le problème. Voilà. Donc si on change d'échelle temporelle, si on change d'échelle historique, les choses deviennent à la fois plus intéressantes, ça je suis parfaitement d'accord, mais aussi beaucoup plus compliquées. Parmi les termes qui font aussi beaucoup de débat, c'est l'antisionisme. Est-ce que ce n'est pas un paravent de plus en plus pour l'antisémitisme? Alors oui, vous avez raison. Aujourd'hui, l'antisionisme, c'est un paravent pour l'antisémitisme. Mais si on rentre, là encore, dans l'analyse des situations actuelles d'un point de vue politique, c'est quand même pas moi qui ai dit que Netanyahou était le principal obstacle. C'est le président des États-Unis qui dit que c'est un des éléments du problème. On sait très bien que, aussi bien du côté du Hamas que du côté israélien, il y a des forces extrémistes, entre guillemets, qui sont extrêmement puissantes. Pour les uns, la Palestine, elle va de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain. Pour les autres, c'est Israël qui va du Jourdain à la mer Méditerranée. À partir de là, il n'y a pas de débat possible sur la coexistence ou la vie commune de ces deux populations. Parmi les débats du week-end dernier, il y avait le Festival Sapresse à Lyon. On se souvient des polémiques autour du dessin de Coco, surtout des menaces de mort qu'elle a reçues dans un dessin qui parlait de la situation à Gaza. J'ai vu beaucoup de messages de soutien de la Ligue des droits de l'homme, mais pas adressés à Coco ce week-end-là, suite aux menaces de mort qu'elle a reçues. Alors, je n'ai pas suivi en détail les prises de position des uns et des autres. Bon, d'un point de vue personnel, alors c'est là où l'exercice auquel vous m'avez convié est difficile, puisqu'on est entre mes positions personnelles de citoyen français et citoyen européen, et puis ce minimum rassembleur que nous mettons en avant pour le collectif. Est-ce que ce minimum rassembleur ne se rassemble pas autour de l'idée qu'il ne faut pas menacer de mort des signataires? J'ai aucun problème, mais nous rassemblons sur la question de Gaza. Après ça, chacun a peut-être ses positions qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des gens qui disent que les dessins ne doivent pas heurter les consciences et tout. Bon, ce n'est pas mon opinion. Je suis abonné à Charlie Hebdo depuis des années, et je dirais la culture Charlie Hebdo-Harakiri, dans les années 70, ça fait partie de ma vie personnelle. Donc là-dessus, la défense de Coco et la défense de la liberté, y compris de blasphème, ou je ne sais pas quoi, la liberté de choquer, elle est essentielle. Et elle est essentielle, et Guillaume Meurice, après ces histoires, rappelle très clairement que si une chronique ne choque pas quelques-uns, ou ne choque pas, il a raté son coup. Parce qu'il s'agit aussi, à travers le dessin de presse, de bousculer le spectateur. Si je ne regarde que des choses qui me plaisent, et il y en avait beaucoup à la mairie dimanche quand je suis allé voir les dessins de presse,
Bon, ben, je suis conforté dans mes idées, ça va très bien. Et puis il y a des dessins qui font réfléchir, où je me dis, tiens, au fond, est-ce que mes opinions, elles sont, enfin, si légitimes, mais s'ils sont sensées de ça, est-ce que je ne peux pas aussi intégrer dans mes opinions des pensées autres? Et quand Sophia Chekirou, députée de la France Insoumise, dit à Coco, vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, c'est scandaleux. Je ne peux pas en dire plus. De mon point de vue, encore une fois, ce n'est pas le point de vue du collectif. C'est absolument scandaleux. Votre rassemblement, tous les soirs devant la place de la Comédie, vous allez le maintenir jusqu'à quand? On aimerait le maintenir jusqu'à demain, parce que ça voudrait dire que les choses avancent sur le terrain. Après ça, nous espérons avoir la force, l'énergie pour tenir. Ça fait 12-13 jours depuis le mercredi 6 mars que nous sommes entre... Alors, le premier jour, on était 40. Et puis, bon, avec le passage de la maire du premier, le maire du 8e est venu, une adjointe au maire est venue aussi de Lyon. Et le maire du 8e est venu un autre jour. Enfin bon, il y a quelques élus qui ont participé à cette mise en place. Et tous les jours, nous sommes entre 12 et 20, avec des gens qui passent, des gens qui restent 10 minutes, des gens qui restent une demi-heure, des gens qui nous aident à distribuer des tracts, des gens qui portent les pancartes. Et j'ai envie de dire, ça durera ce qu'il faudra, ce que ça dure. Parce que la situation... Alors, on parlait de famine tout à l'heure. Dans 8 jours, mais c'est une hécatombe. C'est même plus une question de dire ah ben c'est dramatique, c'est pas dramatique. Alors, il y a d'autres situations dans le monde qui sont aussi dramatiques, mais je ne vais pas aborder ça maintenant. On vous réinvitera pour ça. François Odigier, je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous de votre invitation. Puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.